Sorti de prison, Grégory découvre qu'en plus de son salaire de fonctionnaire qui a été suspendu, son passeport est confisqué. En effet, l'une des méthodes les plus violentes et l'une des plus prisées employées par le pouvoir consiste à révoquer les ennemis d'État de leurs fonctions dans l'administration et à confisquer purement et simplement passeports et salaires des grévistes et des récalcitrants, ainsi que les pensions de retraite de ces pères et mères de famille coupables de ne pas partager leur conception du pouvoir. Ils se servent donc de cet argent gagné honnêtement et de la retraite pour laquelle certains cotisaient depuis plusieurs décennies pour les tenir en otage, sous prétexte que cet argent appartient à l'État et qu'ils incarnent l'État et le pouvoir public. C'est donc ainsi que toute forme de contestation ou de revendication est constitutionnellement illégale. Grégory connaît trop bien ce système et en fait les frais, mais l'homme reste inflexible, droit dans son éternel blue jean, droit dans ses baskets et fidèle à ses convictions. Tout est à refaire, se dit-il. En effet, la constitution gabonaise que nous avons le devoir de brûler reconnaît nos libertés d'opinion et d'expression, mais elle nous les confisque simultanément. Ce que ce qu'on veut nous présenter comme notre loi fondamentale, mais sous réserve de tout ce qui concerne nos droits et libertés fondamentaux auxquels elle prend soin de ne pas donner un contour inaliénable. En somme, la Constitution nous accorde le droit de fermer nos gueules et de ne les ramener qu'avec l'accord de ceux que nous contestons. Voici la façon dont la loi propulse dans l'illégalité tous ceux et toutes celles qui osent contester, sachant qu'aux yeux de la dictature, s'interroger est l'antichambre de la contestation. Ainsi, toute criminelle qui peut être l'action des membres du gouvernement ou de l'État, ceux qui la contestent sont passibles de prison. C'est ainsi que, des années durant, le régime a favorisé et organisé l'exil massif de capitaux issus de l'exploitation outrancière des ressources du pays, sans que ceux-ci soient frappés d'illégalité. Cela n'est pas acceptable et il refuse de l'accepter. Si le but de Baobab est de le faire plier, l'épisode Gros Bouquet est un échec de plus car il ne fait que renforcer sa détermination. Une fois que l'on a vu l'enfer des prisons locales, plus rien ne peut nous effrayer, se disent-ils. Mais entre Baobab et son ami Ali Bongo Ondimba, ministre de la Défense, ne sont pas au bout de leur surprise et l'affaire prend une autre ampleur à la suite de la décision rendue par la doyenne des juges d'instruction du pôle financier de Paris qui juge la plainte recevable, permettant ainsi l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet fait naturellement appel de cette décision en tout point historique, mais la Cour de cassation française confirme la recevabilité de la plainte quelques jours plus tard, le 9 novembre 2010. Elle l'admirait. Savait-il seulement à quel point? Elle disait avoir touché le gros lot. Un père si aimant, si généreux, si altruiste qu'il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus cher pour que le plus grand nombre de parfaits inconnus donc ait un peu de dignité, car finalement, ce que veut le peuple, c'est juste un peu de dignité avec de la bouffe dedans. C'était un homme au grand cœur et il lui racontait souvent comment, plus jeune, les autres garçons le raillaient. On lui disait mou et faible, quand d'autres jouaient aux cow-boys et aux indiens, et s'égratignant et s'écorchant, lui trouvait satisfaction dans le fait d'observer la nature ou de caresser un animal domestique. Elle avait assez mal vécu le départ de sa mère, mais finalement, ses deux parents avaient réussi à créer un environnement suffisamment sain pour elle et sa sœur. Elle voyageait souvent entre l'un et l'autre des deux parents et elle allait fréquemment lui rendre visite. Et Lo admirait le fait que, malgré leur séparation, son père et sa mère étaient restés bons amis et n'avaient que de bons mots l'un pour l'autre. Ce matin-là, pourtant, elle n'en pouvait plus. Elle ne lui avait jamais dit ce qu'elle avait traversé pendant ces 2 semaines. Elle l'avait imaginé fébrile, malade dans cet endroit sombre et mal famé. Les odeurs de pisse, des rats peut-être, couchés à même le sol ou sur un matelas de fortune, prisonnier d'un système criminel mais prisonnier aussi de ce combat qui durait depuis trop longtemps déjà. Elle avait entendu parler de la prison centrale de Libreville,
On disait que le lieu respirait la sueur et le sang. Elle se dit qu'il s'agissait finalement d'une réplique en miniature de l'état de délabrement avancé du pays. Ces conditions de détention indignes étaient le reflet de la prison à ciel ouvert qu'était le Gabon. Le pays tel qu'elle avait appris à le connaître du fait du combat de son père était un bagne où les détenus avaient l'illusion de leur liberté. Une fois qu'on était né là, on était, dans un sens, déjà incarcéré. Elle craignait pour lui, pour sa santé, mais elle plaignait aussi ceux qui, à l'extérieur, avaient l'impression de la liberté. Au moins, dans cette prison, la réalité se montrait nue. C'était l'année de son baccalauréat et pendant que les autres élèves révisaient, elle devait préparer les plats qu'il aimait avec minutie, avec amour et devait se rendre à cet endroit qu'elle détestait, qui prenait un peu chaque jour de l'âme de son père. Quoique chaque jour de détention ait été un véritable supplice pour son âme, elle avait espéré que la prison calmerait ses ardeurs, qu'il reviendrait à la maison et réaliserait que la bataille était perdue d'avance. Ces gens avaient l'argent, le pouvoir, un système vieux comme le monde qui se régénérait chaque jour grâce à la passivité maladive des Gabonais. Il avait bien dû s'en rendre compte depuis le temps. Il avait espéré qu'en sortant de là, il jetterait l'éponge et se consacrerait un peu à lui, à Minkwe et aux siens en général. Mais non, il était là, à nouveau, sur le pied de guerre, fomentant un énième plan, un énième forum, une autre tribune où il irait de façon frontale contre ce système, contre ses bourreaux. Blanche était assise à ses côtés, Marc aussi. Elle l'avait regardé quelques secondes et avait voulu partir sans rien dire, espérant qu'il lirait dans ses yeux tout le mal que son combat lui faisait. Mais elle ne l'avait pas pu. Il fallait qu'elle dise quelque chose. Papa, quand comme tu t'arrêtais, tu ne vois donc pas tout le mal que ton combat nous cause? Pour qui te bats-tu finalement? Quel peuple? Pourquoi devrais-je perdre mon père pour le bien-être de tous les Gabonais? Tu as fait ta part. D'autres peuvent se lever et prendre le relais. À chaque fois que tu es loin, il y a un peu de moi qui meurt en silence. Sais-tu le nombre de fois que je me suis enfermée seule dans l'obscurité de ma chambre? Je voulais t'accompagner. J'avais mal de te savoir seule dans cette cellule, peur que tu n'en sortes pas vivant. Et tu voudrais repartir dans tes réunions, dans ce combat de David contre cette armée de Goliath qui ont les moyens de nous ruiner, de nous enfermer injustement sans qu'il n'y ait personne pour lever le petit doigt. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste, papa. Ce n'est pas juste. Ses filles, et particulièrement elle, Hello, étaient sa plus grande faiblesse. Marc et Blanche le savaient aussi. Blanche l'appelait affectueusement mon héros ordinaire, car elle comprenait que le sacrifice qu'il consentait était de nature à transformer la perception que chaque Gabonais aurait de sa capacité à changer sa réalité. En s'opposant à Omar Bongo, tout en vivant là au Gabon, ce que Grégory voulait démontrer aux Gabonais, c'était qu'il était temps d'abandonner ses peurs. Il voulait changer la perception de tous au travers des sacrifices qu'il consentait au nom du peuple et de la justice pour tous. Blanche le savait. Ce combat lui avait déjà trop pris, beaucoup trop, pour qu'il ne s'arrête maintenant. Il devait continuer, aller jusqu'au bout. Il se savait engagé dans un combat sans issue, mais il se savait irréfutablement engagé jusqu'au plus profond de son âme et il savait qu'il existait une seule issue possible. Il l'avait acceptée. En prison, il avait pris le temps de méditer. Dans les rares moments d'interaction avec d'autres détenus, il y avait eu comme une épiphanie. Il était alors entré dans une grande euphorie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il était comme dans un état d'exaltation profonde car il comprenait pourquoi il était dans cette cellule. Il comprenait le sens de tout cela. C'est pour prêcher par l'exemple que je me suis associée à la procédure, dite des biens mal acquis,
de transparence en France. Sans m'exiler, mais en prenant soin de rester en vie pour que les citoyens cessent d'avoir peur et qu'ils apprennent que c'est par eux-mêmes qu'ils doivent cesser de placer qui que ce soit au-dessus des lois. Dans un pays où la terreur avait été érigée durant des siècles en mode de gouvernance, la couardise et la résignation masquée par le « on va encore faire comment » étaient devenues les réponses stéréotypées aux vicissitudes de l'existence du Gabonais lambda. Cette expression locale était la marque du pessimiste et de l'aveu de fatalisme qui caractérisait les siens. La jeunesse était, selon lui, la tranche la plus exposée au risque d'une telle attitude de renoncement à trouver le bonheur, à devenir plus, à vouloir plus. Pour cette raison et pour tant d'autres encore, il méritait le titre de héros ordinaire. Que cet héroïsme de l'ordinaire soit son don à cette jeunesse, sa manière de se survivre à lui-même, était son seul désir. Il voulait inspirer la jeunesse et à ses yeux, aucune médaille, aucun titre de noblesse n'aurait jamais plus de valeur que ce type de petit nom donné par des êtres chers. Il comprenait le sens des combats qui avaient été menés par d'autres avant lui, Gandhi, Luther King. Il n'y avait pas de place pour soi, pour son ego. Ce combat demandait que l'on s'oublie, que l'on soit capable de souffrir dans sa chair, en ne gardant en mémoire que le don, le combat, l'ultime demeurant la liberté des autres, pas la sienne propre, comme ce Moïse biblique chargé de conduire le peuple vers les verts pâturages de la terre promise, mais à qui Dieu avait refusé le droit d'y entrer lui-même. Il savait qu'il menait le bon combat, celui qui visait à réconcilier le Gabonais avec sa dignité, faire prendre conscience à un peuple auquel tous disaient qu'il n'était qu'un peuple d'esclaves, qu'en réalité, il était beaucoup plus. Au nom de tout ce en quoi il croyait, il se devait de mener son combat, la justice, la lutte contre la corruption ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes au nom du respect de la balance écologique planétaire et du combat contre toutes les formes de crimes économiques et de perturbations éthiques. Il regardait sa fille, une partie de son cœur s'éloigner et il pouvait presque ressentir le poids de la douleur qui l'accablait. Voilà, nous étions dans la lecture de L'Indigné. J'ai acquis le livre en format électronique. C'est un livre paru aux éditions Saint-Honoré. Les auteurs en sont Amohan Pambo et Dia Alianga. Il s'agit de la biographie de Grégory Ouba Mintsa. Voilà, L'Indigné, dont la préface a été écrite par Marc Ona Essangui